Alors maintenant, on va voir un quatuor de choc. Ils sont venus, ils sont tous là. Cette fois-ci, ils ont répondu tous à l'appel. Nous avons Simon et Simon, nous avons Younes, nous avons Enzo, et ils vont venir nous parler d'un thème qui est effectivement le consentement au genre qu'on nous a affecté effectivement à la naissance et à la prise de position qu'on peut avoir vis-à-vis de cette définition du genre affecté. À vous les garçons. Je propose tout d'abord d'ouvrir une courte parenthèse introductive. En 10 minutes, il est difficile de traiter de façon satisfaisante la question du genre et de son rapport au consentement. Et par conséquent, nous n'allons pas vous présenter un exposé magistral qui, dans de telles conditions, serait soit trop superficiel, soit trop dense. Nous allons donc plutôt essayer d'ouvrir des pistes de réflexion que, nous l'espérons, vous pourrez poursuivre par vous-même après notre intervention. Maintenant, venons au vif du sujet. Qu'est-ce que le genre ? Alors, le genre est un système de catégorisation des individus au sein d'une société en fonction de leur comportement. Et par comportement, j'entends manière de s'habiller, de prendre la parole, de se positionner dans l'espace, d'agir sur son corps, de s'occuper, etc. Traditionnellement, en Occident, on a pour habitude de distinguer deux genres, le genre masculin et le genre féminin, que l'on fait respectivement correspondre au sexe masculin et féminin. En clair, à chacun de ces deux sexes, on lie un genre. Et ce lien en nous est si profondément ancré qu'il apparaît comme presque naturel. C'est-à-dire que il apparaît comme une évidence que je sois habillé de cette façon, et que je ne sois pas en jupe comme ce jeune homme ici présent. Il apparaît également naturel que j'ai les cheveux coupés courts et que je ne sois pas maquillé. En clair, il apparaît naturel que je sois du genre masculin, parce que j'ai un sexe masculin, sexe que l'on devine à ma morphologie ou à ma voix. La première étape de notre réflexion sera donc d'opérer une séparation claire entre sexe et genre, puisque évidemment le sexe ne peut logiquement impliquer le genre. Nous appelons donc dorénavant assignation de genre le lien institué entre sexe et genre. Je laisse la parole à Simon qui va traiter sur ce sujet. Bonsoir. Il me semble que la meilleure manière de séparer genre et sexe est de montrer que ce qu'on pourrait appeler une assignation du genre universel n'existe pas. Qu'il n'y a pas de lien naturel entre genre et sexe. Donc. Pour cela, je m'appuierai sur 3 exemples. Cependant, avant de poursuivre, je tiens à préciser qu'il est compliqué d'appliquer des grilles d'analyse propres à notre culture sur d'autres cultures que la nôtre, et que même si je devais essayer d'utiliser les expressions les plus neutres possibles, il faut tout de même prendre un certain recul par rapport aux exemples que je vais donner. Chez les Azandés, une ethnie guerrière et polygame soudanaise, il fallait payer une compensation matrimoniale à la famille de la mariée, si bien que les plus riches, souvent les plus anciens, pouvaient obtenir de nombreuses femmes, ce qui n'était pas le cas des plus jeunes. Par conséquent, les jeunes guerriers azandés épousaient parfois de jeunes garçons qui rendaient à leur mari tous les services, y compris sexuels, liés à leur statut de femme. Les garçons-épouses conservaient alors un genre féminin jusqu'à ce que leur mari les quitte pour épouser une personne de sexe féminin. La tradition inuite veut que tout nouveau-né soit la réincarnation d'un ancêtre qui révèle aux futurs parents, dans un rêve, qu'il va revivre dans l'enfant à naître. L'enfant sera alors, indépendamment de son sexe et avant sa puberté, du genre de l'ancêtre en question. Ainsi, un enfant de sexe masculin, considéré comme la réincarnation de sa grand-mère, sera éduqué et habillé comme une fille et se comportera comme tel.
Enfin, en Amérique du Sud, les berdaches sont des personnes appelées par les esprits à changer de genre. L'expression est problématique, mais il est difficile d'en trouver des plus adéquates qui restent concises. C'est-à-dire qu'ils adoptent les manières de s'habiller, les attitudes et les tâches habituellement dévolues aux individus du sexe opposé. Peut-être est-il utile de préciser que les berdaches ne sont pas considérés comme des exceptions anormales au sein de leur tribu, mais qu'ils sont parfaitement intégrés à la société. Ainsi, on voit clairement que si on peut généralement observer en Occident un lien entre genre et sexe, c'est quelque chose qui n'a vraiment rien de naturel, au sens de nécessaire par nature. Mais si le lien entre genre et sexe n'est pas un lien nécessaire, alors on peut se demander pourquoi est-ce que dans notre société, on observe généralement une correspondance entre le genre et le sexe supposé de l'individu, et le genre supposé qui correspond à son comportement réel. La réponse à cette question est la deuxième étape de notre raisonnement. A priori, il est compliqué d'affirmer avec certitude comment se construit le genre d'une personne. Cependant, puisqu'il n'y a pas de lien nécessaire entre genre et sexe, on peut émettre avec un certain degré de confiance l'hypothèse que l'éducation y joue un rôle important. En effet, dans la plupart des cas, les enfants reçoivent à partir de leur naissance une éducation tout à fait genrée. Je m'explique. Pendant toute son enfance, un enfant sera éduqué selon les modalités particulières du genre dont on pense qu'il correspond à son sexe. Une fille aura rapidement des petits collants, des jupes, des vêtements roses, évidemment, des poupées, et on l'éduquera à se tenir tranquille, et on la dirigera plus vers des activités dites de filles, comme la dinette. Je décris ici très grossièrement ce que peut être une éducation genrée. Mais il est évident qu'une telle éducation a d'autres composantes, pas toujours aussi visibles, comme les représentations genrées qui sont montrées à l'enfant, la manière de se comporter ou encore de l'appeler. Bien sûr, on ne peut pas affirmer pour autant que les seuls acteurs du processus de construction du genre de l'enfant soient les parents, au moins parce que les parents ne sont pas les seules personnes à interagir avec l'enfant. Et quand bien même on considérerait que les stéréotypes du genre présentés par les dessins animés à la télévision et autres éléments de représentation de genre rentrent dans le domaine de responsabilité individuelle des parents, on pourrait dire que les parents choisissent ce qu'ils laissent voir à leur enfant. Soit. Quand bien même on fera cette hypothèse, il y a des choses qui ne relèvent pas de la responsabilité individuelle des parents, comme l'école par exemple. À la maternelle, à un âge où la différence entre les enfants se base essentiellement sur la longueur des cheveux ou encore le genre des vêtements, on observe dans les cours de récréation une spatialisation différenciée des genres qui est induite par une différenciation des pratiques. La transgression par un enfant de ces normes implicites conduit à son exclusion. Plus tard, au collège notamment, les garçons affirment déjà leur virilité, tandis que les filles, en public du moins, dénigrent celles qui ont une réputation. Malheureusement, durant cette courte prise de parole, je n'ai fait que survoler la question. Mais ces gender studies sont aujourd'hui un champ d'études très vaste, et vous n'aurez pas de mal à trouver des réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur le sujet. Un sujet qui, aujourd'hui, est un sujet qui nous concerne tous. Simon ? Merci Enzo. Alors, si nous avons expliqué tout cela, c'est pour aboutir à la question suivante. De quel droit m'assigne-t-on un genre ? Ainsi posée, la question semble assez anecdotique. Alors, pour lui donner toute la profondeur qu'elle mérite, j'aimerais rappeler une histoire qui a fait, il y a quelque temps, l'objet de nombreux débats et controverses. J'aimerais rappeler l'histoire de la jeune Luna Younger, née de sexe masculin. À l'âge de 3 ans, Luna a demandé à porter des robes. À 5 ans, elle affirmait être une petite fille. Aujourd'hui, à 7 ans, des membres de sa famille, des médecins et des membres du personnel de son école témoignent qu'elle s'est toujours identifiée au genre féminin. Cependant, son père refuse de reconnaître le genre féminin à Luna et la considère comme étant James Younger, si bien qu'il lui coupe les cheveux au plus court dès qu'il en a l'occasion. Il faut cependant noter qu'il laisse ses cheveux à son frère jumeau, Jude. Il refuse de l'appeler Luna, refuse de la laisser s'habiller comme elle le souhaiterait, etc. Cette situation soulève de nombreuses questions. Tout d'abord, quel droit a le père de Luna à lui imposer un genre qui n'est pas le sien, quitte à exercer sur elle une importante violence symbolique ? Ensuite, quelle est la légitimité de l'assignation de genre à la naissance ? N'est-ce pas un déni du consentement de l'enfant ? Puisque le lien sexe-genre est profondément ancré dans l'imaginaire collectif et qu'on ne changera pas cela sur un claquement de doigts, quoi qu'on puisse essayer. Non, décidément, ça ne marche pas.
Que faire dans le cas de Luna? Doit-on avoir une approche prudente et n'intervenir que si la dysphorie persiste chez l'enfant? Je précise que la dysphorie, c'est le sentiment d'inadéquation entre le genre assigné et le genre réel. Puisqu'il est difficile de savoir à quel point l'enfant est lucide, jusqu'à quel point peut-on débuter des changements qui ne seront peut-être pas réversibles? On pourrait être tenté de dire qu'une attente prudente est une approche relativement neutre, mais ce n'est pas vrai. Qu'y a-t-il de neutre à empêcher un enfant de pleinement exprimer son identité de genre, sous prétexte que cet enfant est transgenre? Quelle place doit-on accorder au jugement de l'enfant? Je m'arrêterai là dans l'énumération. Je sais que nous n'avons qu'à peine abordé le sujet, et que nous en avons survolé de grandes parties. Par exemple, nous n'avons pas explicitement débuté une critique de la binarité du genre, critique qui découle logiquement de tout ce que nous avons dit jusque-là. J'espère cependant que notre exposé a été suffisamment clair et qu'il vous aura permis, pour ceux qui n'étaient pas familiers avec ces questions, de commencer à cerner les problématiques réellement éthiques et même bioéthiques qui entourent la question du genre. Si certaines personnes souhaitent me poser des questions sur cette intervention ou simplement discuter, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. Et je vous remercie pour votre attention.